De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, premier volume, chapitre 2, du point de départ et de son importance pour l'avenir des Anglo-Américains. Sommaire. Utilité de connaître le point de départ des peuples pour comprendre leur état social et leurs lois. L'Amérique est le seul pays où l'on ait pu apercevoir clairement le point de départ d'un grand peuple. En quoi tous les hommes qui vinrent peupler l'Amérique anglaise se ressemblaient. En quoi ils différaient. Remarque applicable à tous les Européens qui vinrent s'établir sur le rivage du Nouveau Monde. Colonisation de la Virginie. Colonisation de la Nouvelle-Angleterre. Caractère original des premiers habitants de la Nouvelle-Angleterre. Leur arrivée, leur première loi, contrat social, code pénal emprunté à la législation de Moïse, ardeur religieuse, esprit républicain, union intime de l'esprit de religion et de l'esprit de liberté. Un homme vient à naître. Ses premières années se passent obscurément parmi les plaisirs ou les travaux de l'enfance. Il grandit. La virilité commence. Les portes du monde s'ouvrent enfin pour le recevoir. Il entre en contact avec ses semblables. On l'étudie alors pour la première fois et l'on croit voir se former en lui le germe des vices et des vertus de son âge mûr. C'est là, si je ne me trompe, une grande erreur. Remontez en arrière, examinez l'enfant jusque dans les bras de sa mère, voyez le monde extérieur se refléter pour la première fois sur le miroir encore obscur de son intelligence, contemplez les premiers exemples qui frappent ses regards, écoutez les premières paroles qui éveillent chez lui les puissances endormies de sa pensée, assistez enfin aux premières luttes qu'il a à soutenir, et alors seulement vous comprendrez d'où viennent les préjugés, les habitudes et les passions qui vont dominer sa vie. L'homme est pour ainsi dire tout entier dans les langes de son berceau. Il se passe quelque chose d'analogue chez les nations. Les peuples se ressentent toujours de leur origine. Les circonstances qui ont accompagné leur naissance et servi à leur développement influent sur tout le reste de leur carrière. S'il nous était possible de remonter jusqu'aux éléments des sociétés et d'examiner les premiers monuments de leur histoire, je ne doute pas que nous ne puissions y découvrir la cause première des préjugés, des habitudes, des passions dominantes, de tout ce qui compose enfin ce qu'on appelle le caractère national. Il nous arriverait d'y rencontrer l'explication d'usages qui aujourd'hui paraissent contraires aux mœurs régnantes, de lois qui semblent en opposition avec les principes reconnus, d'opinions incohérentes qui se rencontrent çà et là dans la société, comme ces fragments de chaînes brisées qu'on voit pendre encore quelquefois aux voûtes d'un vieil édifice et qui ne soutiennent plus rien. Ainsi s'expliquerait la destinée de certains peuples qu'une force inconnue semble entraîner vers un but qu'eux-mêmes ignorent. Mais jusqu'ici, les faits ont manqué à une pareille étude. L'esprit d'analyse n'est venu aux nations qu'à mesure qu'elles vieillissaient, et lorsqu'enfin elles ont songé à contempler leur berceau, le temps l'avait déjà enveloppé d'un nuage, l'ignorance et l'orgueil l'avaient environné de fables, derrière lesquelles se tenait cachée la vérité. L'Amérique est le seul pays où l'on ait pu assister au développement naturel et tranquille d'une société et où il ait été possible de préciser l'influence exercée par le point de départ sur l'avenir des États. À l'époque où les peuples européens descendirent sur les rivages du Nouveau Monde, les traits de leur caractère national étaient déjà bien arrêtés. Chacun d'eux avait une physionomie distincte, et comme ils étaient déjà arrivés à ce degré de civilisation qui porte les hommes à l'étude d'eux-mêmes, ils nous ont transmis le tableau fidèle de leurs opinions, de leurs mœurs et de leurs lois. Les hommes du XVe siècle nous sont presque aussi bien connus que ceux du nôtre. L'Amérique nous montre donc au grand jour ce que l'ignorance ou la barbarie des premiers âges a soustrait à nos regards.
assez près de l'époque où les sociétés américaines furent fondées, pour connaître en détail leurs éléments, assez loin de ce temps pour pouvoir déjà juger ce que ces germes ont produit, les hommes de nos jours semblent être destinés à voir plus avant que leurs devanciers dans les événements humains. La Providence a mis à notre portée un flambeau qui manquait à nos pères et nous a permis de discerner dans la destinée des nations des causes premières que l'obscurité du passé leur dérobait. Lorsqu'après avoir étudié attentivement l'histoire de l'Amérique, on examine avec soin son état politique et social, on se sent profondément convaincu de cette vérité, qui n'est pas une opinion, pas une habitude, pas une loi, je pourrais dire pas un événement, que le point de départ n'explique sans peine. Ceux qui liront ce livre trouveront donc dans le présent chapitre le germe de ce qui doit suivre et la clé de presque tout l'ouvrage. Les émigrants qui vinrent à différentes périodes occuper le territoire qui couvre aujourd'hui l'Union américaine différaient les uns des autres en beaucoup de points. Leur but n'était pas le même et ils se gouvernaient d'après des principes divers. Ces hommes avaient cependant entre eux des traits communs et ils se trouvaient tous dans une situation analogue. Le lien du langage est peut-être le plus fort et le plus durable qui puisse unir les hommes. Tous les émigrants parlaient la même langue. Ils étaient tous enfants d'un même peuple. Nés dans un pays qu'agitait depuis des siècles la lutte des partis, et où les factions avaient été obligées tour à tour de se placer sous la protection des lois, leur éducation politique s'était faite à cette rude école, et on voyait répandues parmi eux plus de notions des droits, plus de principes de vraie liberté que chez la plupart des peuples de l'Europe. À l'époque des premières émigrations, le gouvernement communal, ce germe fécond des institutions libres, était déjà profondément entré dans les habitudes anglaises. Et avec lui, le dogme de la souveraineté du peuple s'était introduit au sein même de la monarchie des Tudors. On était alors au milieu des querelles religieuses qui ont agité le monde chrétien. L'Angleterre s'était précipitée avec une sorte de fureur dans cette nouvelle carrière. Le caractère des habitants, qui avait toujours été grave et réfléchi, était devenu austère et argumentateur. L'instruction s'était beaucoup accrue dans ces luttes intellectuelles, l'esprit y avait reçu une culture plus profonde. Pendant qu'on était occupé à parler religion, les mœurs étaient devenues plus pures. Tous ces traits généraux de la nation se retrouvaient plus ou moins dans la physionomie de ceux de ses fils qui étaient venus chercher un nouvel avenir sur les bords opposés de l'océan. Une remarque, d'ailleurs, à laquelle nous aurons occasion de revenir plus tard, est applicable non seulement aux Anglais mais encore aux Français, aux Espagnols et à tous les Européens qui sont venus successivement s'établir sur les rivages du Nouveau Monde. Toutes les nouvelles colonies européennes contenaient, sinon le développement, du moins le germe, d'une complète démocratie. Deux causes conduisaient à ce résultat. On peut dire qu'en général, à leur départ de la mère patrie, les émigrants n'avaient aucune idée de supériorité quelconque les uns sur les autres. Ce ne sont guère les heureux et les puissants qui s'exilent, et la pauvreté ainsi que le malheur sont les meilleurs garants d'égalité que l'on connaisse parmi les hommes. Il arriva cependant qu'à plusieurs reprises de grands seigneurs passèrent en Amérique à la suite de querelles politiques ou religieuses. Mais on s'aperçut bientôt que le sol américain repoussait absolument l'aristocratie territoriale. On vit que pour défricher cette terre rebelle, il ne fallait rien moins que les efforts constants et intéressés du propriétaire lui-même. Le fonds préparé, il se trouva que ces produits n'étaient point assez grands pour enrichir tout à la fois un maître et un fermier. Le terrain se morcela donc naturellement en petits domaines que le propriétaire seul cultivait. Or c'est à la terre que se prend l'aristocratie, c'est au sol qu'elle s'attache et qu'elle s'appuie. Ce ne sont point les privilèges seuls qui l'établissent, ce n'est pas la naissance qui la constitue,
c'est la propriété foncière héréditairement transmise. Une nation peut présenter d'immenses fortunes et de grandes misères, mais si ces fortunes ne sont point territoriales, on voit dans son sein des pauvres et des riches. Il n'y a pas, à vrai dire, d'aristocratie. Toutes les colonies anglaises avaient donc entre elles, à l'époque de leur naissance, un grand air de famille. Toutes, dès leur principe, semblaient destinées à offrir le développement de la liberté, non pas la liberté aristocratique de leur mère patrie, mais la liberté bourgeoise et démocratique dont l'histoire du monde ne présentait point encore de complet modèle. Au milieu de cette teinte générale, s'apercevaient cependant de très fortes nuances qu'il est nécessaire de montrer. On peut distinguer dans la grande famille anglo-américaine deux rejetons principaux qui jusqu'à présent ont grandi sans se confondre entièrement, l'un au sud, l'autre au nord. La Virginie reçut la première colonie anglaise. Les émigrants y arrivèrent en 1607. L'Europe à cette époque était encore singulièrement préoccupée de l'idée que les mines d'or et d'argent font la richesse des peuples. Idée funeste qui a appauvri les nations européennes qui s'y sont livrées et détruit plus d'hommes en Amérique que la guerre et toutes les mauvaises lois ensemble. Ce furent donc des chercheurs d'or que l'on envoya en Virginie. On dit en note, la charte accordée par la couronne d'Angleterre en 1609 portait entre autres clauses que les colons paieraient à la couronne le 5e du produit des mines d'or et d'argent. Fin de note. Gens sans ressources et sans conduite, dont l'esprit inquiet et turbulent troubla l'enfance de la colonie. On dit en note, une grande partie des nouveaux colons étaient des jeunes gens de familles déréglées et que leurs parents avaient embarqués pour les soustraire à un sort ignominieux. D'anciens domestiques, des banqueroutiers frauduleux, des débauchés et autres gens de cette espèce, plus propres à piller et à détruire qu'à consolider l'établissement, formaient le reste. Des chefs séditieux entraînèrent aisément cette troupe dans toutes sortes d'extravagances et d'excès. Voyez relativement à l'histoire de la Virginie les ouvrages qui suivent, History of Virginia from the First Settlements to the Year 1624 par Smith. Historia of Virginia par William Stith. History of Virginia from the Earliest Period par Baveley, traduit en français en 1807, fin de note. Et on rendit les progrès incertains. Ensuite arrivèrent les industriels et les cultivateurs, race plus morale et plus tranquille, mais qui ne s'élevaient presque en aucun point au-dessus du niveau des classes inférieures d'Angleterre. On lit en note, ce n'est que plus tard qu'un certain nombre de riches propriétaires anglais vinrent se fixer dans les colonies. Fin de note. Aucune noble pensée, aucune combinaison immatérielle ne présida à la fondation des nouveaux établissements. À peine la colonie était-elle créée qu'on y introduisait l'esclavage. On lit en note, l'esclavage fut introduit vers l'année 1620 par un vaisseau hollandais qui débarqua 20 nègres sur les rivages de la rivière James. Fin de note. Ce fut là le fait capital qui devait exercer une immense influence sur le caractère, les lois et l'avenir tout entier du Sud. L'esclavage, comme nous l'expliquerons plus tard, déshonore le travail. Il introduit l'oisiveté dans la société et avec elle l'ignorance et l'orgueil, la pauvreté et le luxe. Il énerve les forces de l'intelligence et endort l'activité humaine. L'influence de l'esclavage combinée avec le caractère anglais explique les mœurs et l'état social du Sud.